Alors bonjour, je m'appelle donc Marc Lausson. Ma collègue ici présente, c'est Christine Javaloyes, qui est artiste, peintre et animatrice d'ateliers d'écriture. Et écrivante. Donc écrivain également, oui. Et donc on va vous faire une lecture d'extrait d'un livre qui s'intitule Descente aux enfers, que j'ai écrit en début d'année dernière, et qui est l'histoire d'un monsieur de la rue, un monsieur qui s'appelle Lucien dans le texte, qui vit dans la rue et qui va passer les dernières années de sa vie dans des structures, des institutions sociales ou médico-sociales. Il va passer un certain temps dans une halte de nuit, dans une pension de famille, et puis il finira par être placé sans son consentement dans une EHPAD, où il passera quelques mois avant de mourir. Donc, bienvenue au paradis. C'est l'histoire du... Le livre étant... Vous pouvez acquérir le livre à la librairie du Temps qu'il fait au rez-de-chaussée. Et là, on va lire quelques extraits de ce livre. Voilà, on peut commencer. Merci. 23 juillet 2022. Dans le quartier de la gare de Bordeaux, il était connu sous le nom de Monsieur Lucien, un habitant de la pension de famille de la rue Saint-Vincent-de-Paul, qui fréquentait les épiceries du quartier. Il habitait une chambre au premier étage de la pension, une chambre d'hôtel transformée en chambre de pension de famille. L'hôtel s'appelait jadis le Bouquet Fleuri. La pension de famille a conservé le tapis rouge en velours qui serpente sur toutes les marches de l'escalier en colimaçon, jusqu'au second et dernier étage. Monsieur Lucien avait perdu depuis longtemps son nom de famille. Ici, dans le quartier, personne ne s'est posé la moindre question à ce sujet. C'était Monsieur Lucien. Il se rend chaque jour au magasin Spar du cours de la Marne. Il y achète sa provision journalière de quelques bières, des pâtisseries à la confiture de fraises, parfois 1 ou 2 plats préparés en sauce. Il y va qu'à un cas. Ses jambes se sont mises à trembler à la fin du dernier été. Il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Il marche désormais comme un homme alcoolique, surpris à la sortie d'une boîte de nuit, déhanché, dégingandé, trébuchant sur du vide. Il a de plus en plus peur de tomber sans le faire exprès. Il sait qu'il n'arrivera pas à se relever tout seul. Le nom à l'état civil de Monsieur Lucien, c'est Duval. Il dit avoir exercé le métier de jardinier du parc du Vivier pendant quelques années. Il dit aussi connaître par cœur le nom de tous les arbres et d'une centaine de fleurs. Après ces belles années de jardinier, il a dû se mettre à apprendre à survivre avec le RSA, à dormir 10 jours durant sur les marches de l'entrée d'une copropriété et dans un hôtel Formule 1 le 11e jour pour se décrasser. Cela a duré quelques années. Lucien Duval vient d'avoir 65 ans. La caissière du Spar pense qu'il a beaucoup plus. Sa peau est une peau de vieillard prématuré. Elle a une couleur d'antiquaire. Ses yeux sont désespérés, à la limite de la frontière de quelque chose, déjà ailleurs. La caissière du Spar trouve qu'il marche comme un canard. Monsieur Lucien a perdu son travail de jardinier. Quand sa femme l'a quitté, tout s'est passé très vite. Jeanne Duval s'est sauvée sans explication. Sa femme de toujours, celle qui était là quand il rentrait du parc du Vivier. Il buvait alors 2 ou 3 verres de vin rouge limonade, touchait affectueusement les cuisses de Jeanne, disait que la vie était belle quand même, qu'il la désirait comme une montagne qui dure. Après son départ, il s'est mis à caresser le vide. 17 septembre 2022. C'était un samedi. Le ciel vomissait des restes de canicule. La rue Saint-Vincent-de-Paul sentait les ordures ménagères. Monsieur Lucien est tombé vers 10 heures du matin. Sur le bout du trottoir,
qui longe le magasin. Devant Jésus, le sans-domicile et sans-papier qui s'allonge devant la vitrine de l'épicerie avec son gobelet. Jésus tient entre ses mains un petit panneau en grosses lettres d'imprimerie, est écrit « J'ai faim ». Le pied droit de M. Lucien s'est entortillé dans le vide, comme un ressort. Le reste du corps est parti en avant. Il a chuté, sans faire de bruit, sur le corps accroupi de Jésus. Jésus a eu peur et s'est mis à hurler, à insulter M. Lucien. Plus tard, la catastrophe était arrivée un vendredi en fin d'après-midi, au parc du Vivier. Les enfants, en grand nombre, venaient de sortir des écoles, jouer à cœur joie devant le manège. Lucien allait quitter son travail. Il avait appelé Jeanne une vingtaine de fois depuis le début de l'après-midi pour lui dire que tout allait recommencer comme avant, qu'il s'excusait sans vraiment savoir trop de quoi il s'excusait, mais il s'excusait quand même. Puis il se mit en colère, un peu comme quand Jeanne le contrariait, quand elle ne voulait pas qu'il lui relève sa jupe, comme cela. Il a déboutonné la sangle de son couteau suisse et, devant une dizaine de petits-enfants, a poignardé une oie blanche. Tout le monde s'est mis à hurler, les enfants et les mères. Les gardiens municipaux sont arrivés en courant, hurlant à l'attentat. Le sang de l'oie blanche giclait comme de la mousse de bière. Tout s'est alors très vite passé. Lucien a été embarqué pour Charles Perrins. Après le carnage des volailles du parc du Vivier, M. Lucien est resté 24 heures à l'hôpital, les poignets attachés au lit avec des petits cordages blancs, car il ne restait pas en place, malgré les cachets de l'argactyle. Il en était sorti avec une convocation au service des ressources humaines de la mairie qu'il employait comme jardinier au parc du Vivier. Et il a été licencié sur le champ pour faute professionnelle. Licencié, M. Lucien n'a jamais fait les papiers du RSA. Il a vécu presque 10 mois dans son appartement de la rue du Pont-Madame, avec quelques sous d'économie. Il ne payait plus son loyer, dépensait juste ce qu'il fallait au supermarché Casino. Et il passait ses journées chez lui. Assez vite, il n'y eut plus de courant électrique. Il achetait avec ses économies quelques bougies et il reçut une vingtaine d'avis de réception de lettres recommandées. La marée de la pauvreté montait. Il perdit l'appétit, conserva intact le plaisir de déglutir du rhum Trois-Rivières. Il finit par ne plus remonter les volets roulants. La nuit était le jour et le jour était la nuit. La ligne de son téléphone fixe avait été suspendue. Son unique promenade journalière entre midi et 2 le conduisait vers les terrasses des brasseries du centre-ville. Il s'emparait des mégots qui traînaient dans les cendriers, faisait en douce sa provision journalière de tabac. Il faisait aussi des provisions de livres à la boîte à livres, achetait un saucisson et un paquet de biscottes, puis il rentrait chez lui, tête baissée. Le soir, à la halte de nuit, l'odeur qui naviguait était celle d'un camp d'internement des années sombres, sans barbelés, avec des sacs de suspicion de tricherie tricotés par le gendarme de l'aide sociale, trieur du chemin de fer du droit de protéger à renvoyer le mal numéroté. Un pauvre était coupable d'être pauvre. Il avait juste un respect aux acquets, une méfiance faussement souriante.
La halte de nuit était une sorte de basse-cour de la pauvreté extrême, contenue dans des petits dortoirs de collégiens. Dans les pires nuits d'hiver, le préfet rajoutait 2 ou 3 matelas dans les salles de classe transformées en machines à dormir. Seules les manifestations bruyantes des règles de vie collective permettaient au lieu de ne pas exploser comme une cocotte minute sociale. À la halte de nuit, le temps du repas, servi le soir à 19h, était une véritable cérémonie. La plupart des personnes venant passer la nuit n'ont pas mangé de la journée. Ils se remplissent, se gavent, jouissent de dévorer leur manque une fois pour toutes, juste un soir. Lucien partageait une table de 4 convives, ne parlant pas la langue française. Leurs visages se croisaient de façon furtive, des regards happés par les odeurs alimentaires des assiettes remplies à bord. Au rabord, il n'y avait pas de mots, juste le bruit des fourchettes. Après quelques jours d'infirmerie, Julien accepte d'habiter dans la maison relais de la rue Saint-Vincent-de-Paul. Il va vivre au premier étage, dans la chambre 8 donnant sur la rue. Le secours populaire l'a meublé. Beaucoup de gens se sont occupés de Lucien. La générosité est toujours énorme après les catastrophes. Lucien en profite. Mais Lucien sera ici beaucoup plus seul qu'au parc Meunier. Les habitants de la maison relais sortent peu de chez eux, se croisent de mauvaise humeur en bas de l'escalier, s'accusent mutuellement de voler l'épicerie de la banque alimentaire, sont hagards, gavés de Xanax, s'insultent souvent pour une brindille à cause de vieilles rancunes. Au parc Meunier, malgré tous les dangers, il y avait de la fraternité de fortune. Il fallait se protéger des barbares de la nuit et des rats. Chacun des dormeurs devait un petit quelque chose inoubliable à un veilleur mal endormi, gardien des endormis. Par contre, à la pension de famille, c'était chacun pour soi, dans son chez-soi. Les encadrants gèrent juste les orages de la violence éphémère, les colères insensées qui éclatent comme des éclairs, proposent avec timidité des moments de fraternité, tentent de mettre du feu dans la chaudière du commun de tous ces gens. Peut-être sans trop y croire, mais ils font leur job dans les horaires de travail. Ici, l'isolement est un système fonctionnel où la personne vulnérable, désoleillée, est enlisée en cachette de tout le monde, dans une vie martelée d'errance la plus silencieuse possible, une vie stoppée nette, de pertes irréparables mal cicatrisées, de tristesse cautérisée, suante, entre 4 murs, une vie pensionnée sans famille. Lucien a beaucoup maigri, dépense ses 30 € de la semaine dans la bière, se nourrit des conserves de la banque alimentaire déposées en vrac dans la cuisine de la pension de famille. Il rêve sans cesse d'un sandwich polisson, de cornichons, de banilons, et il mélange tout dans son corps vide, récipient percé, léché par une armée d'affamés, blessé d'être muet, vendu à la rue, là où la poésie ne vomit plus que de l'obscène, sauf le courage de survivre. 17 février 2023. Quelques jours avant d'être admis à l'EHPAD, M. Lucien a sauté sur une mine. Il a dévalé les marches de l'escalier en colimaçon. C'était un dimanche. Il était 17h. Lucien, en tombant, a fait un bruit de sac de pommes de terre de 25 kg. A perdu connaissance, une blessure de guerre à son arcade sourcilière droite. Les pensionnaires sont sortis de leur chambre. Ils l'ont entouré de leur fraternité, lui ont proposé un verre d'eau, ont appelé le cadre d'astreinte.
Lucien était immobile, recroquevillé sur lui-même, ressemblait à une des deux tortues du parc Vivier. Un des pensionnaires a juste dit « Pauvre Lucien, je crois qu'il est mort ». Le cadre d'astreinte est arrivé énervé et presque en colère. Il n'a cessé de dire « Monsieur Lucien, encore une fois » ou bien « Là, c'est la dernière fois que je viens, Lucien, que tu me déranges un dimanche ». 26 mars 2023. Il reste juste 2 mois avant la fin de cette histoire. L'EHPAD qui accueille M. Lucien, sans son consentement, se situe à la sortie de Grignols, sur la route départementale allant de Bazas à Nérac. L'EHPAD était devenu depuis longtemps le premier employeur de la commune. M. Lucien n'avait jamais été à Grignols. Il trouve que sa pension nouvelle est assez loin du centre de la petite ville. En arrivant, il a repéré l'unique boutique de la rue principale, à côté du coiffeur. Mais il ne sait pas encore qu'il n'aura pas le droit de sortir de l'institution pour se rendre au magasin. Il mesure cependant la distance, questionne son déambulateur sur le volume du trajet. Les premières heures qui viennent de se dérouler à l'EHPAD sont pour Lucien des heures noires. Un mandataire judiciaire l'attend dans le hall d'entrée avec la directrice. Appel bonjour. Puis lecture des 20 articles du règlement de fonctionnement. Des paroles menaçantes aussi, au sujet de la consommation d'alcool et de cigarettes dans les locaux de l'EHPAD. Des paroles perfides au sujet de la vie passée de Lucien, qui se terminait ici pour toujours. Monsieur Lucien n'a pas tout compris. Il a juste demandé plusieurs fois à la directrice les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin d'alimentation. En plus, il ne savait pas qui pouvait être la dame qui s'était présentée en tant que mandatrice judiciaire. Il se disait en lui-même qu'il n'avait rien fait de mal. La directrice lui fit visiter l'institution. Il visite le réfectoire. La directrice lui présente sa place à une table dans la salle à manger. Elle lui dit de façon ironique qu'il aura 3 voisines de table, qu'ici les hommes sont rares. Il fallait qu'il n'oublie pas les horaires fixes du service des repas, midi et 18h le soir. Elle lui répète comme un « Je vous salue Marie » la liste des petites sanctions pour incivilité. Validée, dit-elle, par les messieurs de l'ARS de Bordeaux. Il écoute, demande à nouveau les horaires d'ouverture du SPAR de la Grande Rue. La directrice ne lui répond pas. Au cours de sa déambulation dans l'EHPAD, M. Lucien fait la découverte de la vieillesse de l'extrémité. Il croise des regards dégradés, enlaidis, ressemblant à des serpillères usées, mises au rebut, surtout des femmes sans couleur, devenues grises, fantomatiques, qui le contemplaient avec une curiosité malsaine. Aucun mot ne sortait de leur bouche obtuse. Seul, quand il passait devant ces gens, le bruit sonore d'un rictus, à mi-chemin entre la surprise et l'obscène. Non, c'est le 19. Les premiers jours de son séjour, Lucien se levait, décidé à se rendre au magasin, avec sa musette et quelques sous laissés par la tutrice. Mais quand il arrivait au rez-de-chaussée de la résidence, il trouvait la porte de sortie fermée. Se rendait au bureau de la secrétaire, de la directrice, et celle-là commençait toujours par l'attraper pour l'avoir dérangé pendant son travail, lui répétant qu'il était agaçant, qu'il demandait toujours la même chose. Elle lui disait qu'il n'y avait pas de sortie aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, qu'il devait remonter dans sa chambre. La sortie, lui dit-elle, ce sera samedi à 10h du matin avec l'animatrice du samedi.
Peu à peu, au cours des semaines suivantes, Lucien ne faisait plus qu'un petit bout de toilette, puis plus du tout. Mais Lucien s'est inscrit à la sortie du samedi. Les magasins Spar se ressemblent tous. Lucien n'était pas dépaysé. Il a vite trouvé le rayon des confiseries. Quant aux canettes de bière, elles sont toujours entreposées, à vue d'œil, des caisses enregistreuses. Lucien a rempli son sac à dos et a rejoint le groupe de vieillards. Sur le chemin du retour, dans le minibus, l'animatrice n'a pas cessé de regarder Lucien droit dans les yeux. Elle lui dit « Je trouve, Lucien, que votre sac à dos est bien lourd. On va voir cela en arrivant. » Une fois dans le hall de l'EHPAD, il y a eu un contrôle de police. Enfin, façon de dire, un contrôle sanitaire. L'infirmière attendait les résidents revenus du marché, assistés de 2 aides-soignants qui attachent les vieillards récalcitrants. C'était une frontière. Chacun des vieillards, à tour de rôle, déposait son cabas rempli de petites choses sur une table et fouillé par l'infirmière. Ce fut le tour de Lucien. L'infirmière déballa du cabas, des confiseries et 6 canettes de bière Amsterdam Navigator. La directrice émit un cri de sioux, se mit à hurler « Monsieur Lucien, vous avez encore une fois enfreint le règlement de fonctionnement qui interdit la consommation d'alcool dans notre honorable établissement, à l'exception du petit verre de vin rouge du repas dominical offert par la maison. » Article 19 du règlement affiché en gros caractères sur un mur de votre chambre. Vous êtes puni, privation de réfectoire pendant 3 jours, vous serez servi dans votre chambre, vous êtes consigné. Lucien se mettait de plus en plus souvent en colère lorsqu'on lui refusait lorsqu'on lui qualifiait un refus de sortie. Alors, il hurlait dans le hall. « Je suis en prison, je veux sortir d'ici !» Lucien est ramené de force dans sa chambre, attaché au barreau du lit et piqué, avant de plonger dans les herbes sauvages tapissant les profondeurs de sa conscience. Il pense à Jeanne. Il aurait voulu qu'elle soit là, à son chevet. Il y aurait touché juste le haut de ses hanches, le petit sommet, il disait, un frôlement amoureux de chat attentif. Lucien est souvent dans le hall d'entrée, juste pour voir arriver les familles des vieillards qui traversent tête baissée le corridor. Lucien pense qu'ils ont honte de quelque chose. Il aimerait aussi avoir une visite. Les gens qui travaillent à la pension de famille lui avaient dit qu'ils viendraient le voir à l'EHPAD. Ils ne sont jamais venus. Il désire une visite rien que pour lui. Une visite qui se répète régulièrement, qui mettrait dans son monde de la sympathie, peut-être de l'amitié. Quelqu'un qu'on attend, qu'on est obligé d'attendre, parce qu'on a un début de sentiment pour cette personne. Lucien finit par apprendre par cœur le calendrier des visiteurs. Sa mémoire est devenue asilaire, le temps stagnant se répète, un temps sans futur, au présent dépecé. Ces images lointaines défilent comme des diapositives. Les visiteurs des autres vieillards sont des nouveautés dans sa vie de tous les jours. Ils éveillent son désir du dehors. De retour dans sa chambre 113, il se rendit au miroir comme on va au charbon. Il ne s'était plus regardé dans la glace depuis longtemps. Après son décès, la directrice fit l'inventaire de ses affaires. Elle avait écrit sur le grand livre des départs, à la rubrique table de nuit, la liste des objets recueillis. Une photographie de Jeanne en noir et blanc était inscrite au verso Jeanne, à la terrasse de l'hôtel du Faisan, juillet 1977. Jeanne souriait, elle portait une robe légère, décolletée, sans doute un tissu de couleur printanière qui faisait amarrer le dessus de ses cuisses. Jeanne fumait une cigarette sans filtre
Sans doute une camelle. Elle posait gracieusement devant une bière pression. Elle semblait heureuse, en tout cas détachée à cet instant-là des dettes accumulées par Lucien. Il y avait aussi dans le tiroir un canif assorti d'un tire-bouchon, une carte postale de son frère datant de 1998, adressée à Lucien à la halte de nuit de la rue Balbec, l'informant de la mort de sa mère dans un EHPAD de Cabourg. Sur la carte, il n'y avait pas de mot de tendresse, juste une information. La carte représentait le Mont-Saint-Michel. Dans le tiroir, il y avait quelques pièces jaunes, bonnes à tout faire, des flopées de mégots de cigarettes, 2 piles de radio. Les jours de Lucien se ressemblaient. Il était devenu l'arpenteur du couloir. Arrimé à son déambulateur, il multipliait pendant des heures et des heures des allers-retours de couloir. Il entamait avec lui-même des discussions inaudibles, interpellait parfois méchamment les résidents qu'il croisait. 2 fois par semaine, il était douché de force par les 2 aides-soignants. Au sortir de la douche, il s'échappait nu dans le couloir du second étage. Il était rattrapé et emballé dans une serviette de bain. Lucien ne mangeait presque plus. Il arrivait souvent en retard au réfectoire, s'asseyait n'importe où, se faisait insulter par d'autres vieillards, sermonné par la directrice et reconduit dans sa chambre. Une assiette de jambon blanc et de purée restait posée sur la table de nuit pendant tout le reste de l'après-midi. En dehors des 2 douches réglementaires, Lucien ne faisait plus sa toilette, ne changeait plus ses vêtements, dormait chaussé et habillé, portait jour et nuit un grand pull bleu marine et un pantalon de flanelle. Le corps de Lucien s'était mis à fondre, son dos et ses hanches ressemblaient à un glacier désemparé. 28 juin 2023. Lucien ne faisait plus que 2 ou 3 allers-retours du couloir du second étage. Il s'arrêtait longuement à une des extrémités, s'agrippait à un des fauteuils pour les visiteurs. Ses yeux se fermaient. Il s'endormait vissé au déambulateur. Souvent, des soignants qui empruntaient le couloir le trouvaient dans cette position. Réveillé en sursaut, il tremblait. Certains des soignants l'aidaient à rejoindre sa chambre, lui parlant avec des mots doux, de la gentillesse. Lucien sentait cette chaleur humaine lui traverser le corps, les veines. Cela lui faisait un bien fou. Il arrivait à marmonner quelques bruits de langage qui ressemblaient à du remerciement. Certains soignants le disputaient, lui disaient « Que faites-vous encore là, monsieur Lucien? Vous feriez mieux d'être dans votre chambre. Allez, ouste, du balai. » Dans ce lieu, tout finit dans la chambre, en cachette, pour le passage. Les EHPAD seraient peut-être les dernières couturières du chagrin. 7 juillet 2023, jour -3. Lucien est assis de 9h du matin à 14h sur la chaise de la chambre. Ressemble à un vieux loup de mer attardé sur un quai. Semble attendre quelqu'un, quelque chose qui n'arrive plus. Les 2 aides-soignants sont passés vers 10h du matin, ont retiré de la table de nuit le plateau du petit déjeuner. Lucien n'a pas touché à la tartine beurrée, ni à la tasse de café. Un des 2 soignants lui dit « Monsieur Lucien, il faut boire et manger. Allez vous laver les dents, vous avez mauvaise haleine. » Les 2 aides-soignants déblatéraient quelques sornettes empathiques, catalogue de recommandations précautionneuses, mais Lucien ne peut même plus leur répondre. Il essaye de ne pas s'endormir une nouvelle fois. Il ne sait plus trop ce qu'il fait là. Il voudrait rentrer à la maison, mais il n'arrive pas à saisir le déambulateur. Il laisse tomber son désir. 28 juin 2023.
Lucien ne faisait plus que 2 ou 3 allées dans le couloir du second étage. Je crois que je vous l'ai déjà lu. Excusez-moi. Alors, c'est pas ça. Le 7 juillet 2023, jour -3, Lucien est assis de 9h du matin. Ah, c'est pas toi, ça. C'est toi, je suis. Pardon, excusez-moi, c'est pas évident avec les feuilles. Mais... Alors, C'est la page 30. Alors, excusez-moi encore. Alors, 18 juillet 2023, jour -2. À 9h du matin, Lucien est conduit à l'infirmerie centrale. Il est attaché nu sur un fauteuil roulant, emballé dans une grosse serviette de bain hélice. Il est pesé, examiné de partout. L'infirmière essaie d'échanger quelques mots amicaux. Lucien semble être au garde à vous, subit l'examen médical presque impudique, comme s'il n'était pas là. Puis il est ramené dans sa chambre, il est couché sur le lit et attaché, perfusé pendant plusieurs heures. Du coup, Lucien voit passer plus de monde. Il faut réalimenter sa sonde. Lucien entend à peine la voix des soignants. Il a perdu sa dignité. Il fixe le plafond blanc, pense être dans un hôpital. Quelques images défilent sur l'écran géant du plafond. Une maison des années 50 entourée d'un petit jardinet avec un banc posé devant l'entrée. Il n'y a plus personne sur le banc. Un réfectoire de classe élémentaire à Marmande qui grouille de bruit d'enfants. La banquette avant de la camionnette d'un homme trapu. Une estafette bleue. Le petit Lucien est assis à côté du chauffeur. Il portait avec fierté un béret basque. Pendant que les vieilles images de Lucien défilent au plafond, on se réunit au rez-de-chaussée. La mandatrice est venue. L'assistante sociale de l'EHPAD défile à toute vitesse l'histoire de vie de M. Lucien. Il n'y a plus personne à prévenir. Jeanne a disparu depuis longtemps, sans laisser d'adresse. Le médecin dresse le tableau médical de fin de vie de Lucien. Il dit qu'on a tout fait pour lui, prescrit ce qu'il faut, puis passe à autre chose. Tout le monde est pressé d'en finir. 11 juillet 2023, jour -1, Lucien sent le défunt. Ses yeux sont clos, sa bouche grande ouverte expose son palais édenté. Son souffle est court. Il ressemble à un coureur de marathon arrivé effondré sur une ligne d'arrivée. Un coureur qui a couru tout son saoul, désormais affalé. Le corps de Lucien n'en peut plus. On dirait un arbre fruitier, dépenaillé de sa vendange, couché, plié en deux. Son corps battant se vide tout doucement, une fuite de vie à la goutte à goutte. Brusquement, il ouvre grand les yeux, devant personne, mais il ne dit rien. Il ne sait même plus qu'il n'y a personne. Lucien semble avalé par son drap. Les soignants ont déjà baissé le store de la chambre pour préparer la venue. Lucien fait peut-être un long et dernier rêve éveillé. Il serait sur un sentier, marcherait depuis longtemps sur des gravillons qui craquent sous ses souliers. Il monterait, tête baissée, le sommet de la montagne qui serait couvert de nuages. Au matin, à l'EHPAD, le couloir est bruyant. C'est l'heure du chariot à roulettes qui distribue les petits déjeuners et les médicaments du matin. Lucien ressemble à une statue de plâtre blanc. 34. Merci. Jour J. Lucien va bientôt quitter sa chambre pour toujours, laisser le numéro de sa chambre à un autre. Il ne sait pas que la mort arrive tout doucement dans la maison de son corps, qui est une marée douce qui va enserrer ce corps avec délicatesse, un corps à corps. Blessé à mort, il a perdu la sensation d'être surpris. Les soignants défilent à tour de rôle, perdent leur bravoure empathique. Ils sont sur la pointe des pieds, on dirait de jeunes communiants agenouillés devant le gouffre. Lucien est là, sans être là. Peut-être est-il content de tout ce monde qui lui rend visite.
qui s'occupe de son corps comme dans un vieux film muet. Il n'a jamais connu cela. Et si Lucien ne dormait pas, faisait semblant de faire semblant, voulait juste accoucher de sa mort entre ses mains pétries, apeurées, pas celles cachées dans les cuisses de Jeanne, les autres, les sans fond, au bord des lèvres du silence, assoiffées sans bourrasque de terre stupéfaite pour toujours. Ça y est, Lucien est devenu un corps mort, personne n'a vu ses yeux courir dans le vide, chercher un offertoire, une halte de nuit. Lucien n'est plus qu'une chose, la bouche encore plus ouverte. Quand Lucien meurt, il n'y a personne à l'étage. Les soignants sont à la salle à manger. Lucien part pour ailleurs à la mauvaise heure. Jour J+1, c'est le début du mois de juillet, déjà 8 cette année. Des petites vieilles cramées de rides et de babillages, de vrais concierges, enlisés dans la confusion et l'abandon, à l'écoute de ce qui ne passe plus. Des vieux troncs endurcis, lâchés au moment de la rosée, retrouvés assis pour toujours à 7 heures du matin, un livre posé sur les genoux. La chambre des vieillards est la salle d'accouchement de la mort nécessaire. Les soignants surveillent les ustensiles. Lucien a mis beaucoup de temps en salle d'accouchement. À 14 heures, le corps de Lucien se rend en fourgon mortuaire au dépositoire des pompes funèbres de Bazas. La mandataire judiciaire a réglé toutes les affaires. Les quelques objets trouvés dans la table de nuit sont jetés dans la benne des ordures. La photographie de Jeanne également. La chambre de Lucien est désinfectée. Tout est en ordre, la mort aussi. La solitude de M. Julien s'en va ailleurs, au plus profond, pour ne pas déranger. Voilà. Merci à vous. Merci à vous tous.